Le succès ou la réalisation de soi, voilà le but de la vie sur cette terre. Tout être humain veut connaître le succès. Chacun de nous veut retirer le maximum de ce que la vie a à nous offrir. Il ne m'a jamais été donné de rencontrer qui que ce soit qui fût heureux de patauger dans la fange de la médiocrité. De fait, personne n'aime sentir qu'il appartient à une classe inférieure et qu'il soit forcé d'y rester. À ce stade de notre propos, j'aimerais que vous visualisiez un gâteau coupé en 5 parties égales. Ce gâteau représente toutes les bonnes choses de la vie. L'argent, le bonheur, le succès, la réalisation de soi et l'amour. Il constitue la somme de toutes les bonnes choses de la vie. Maintenant, imaginez 5 personnes ayant à peu près la même expérience de vie, assises autour d'une table pour manger ce gâteau. Nous allons diviser ce gâteau pour ces 5 personnes, comme nous l'avons fait pour les bonnes choses de la vie. Voici ce qui arrivera. Écoutez bien. 4 de ces 5 personnes devront se contenter de partager entre elles un seul des 5 morceaux de ce gâteau. La 5e personne, qui représente la personne sur 5 qui réussit, aura 4 morceaux à elle seule. Vous vous rendez compte? 4 morceaux de ce qui constitue toutes les bonnes choses de la vie reviennent à une seule personne, alors qu'un seul morceau doit être divisé en 4 pour les 4 autres personnes. Cela constitue une loi, une des lois les plus étonnantes qui gouvernent notre société. Je l'appelle la loi des 80 sur 20. 80% de tout ce qui est bon dans ce monde appartient, est accompli ou est apprécié par seulement 20% ou moins des gens. Et l'on peut vérifier la véracité de cette loi dans n'importe quel domaine. Ainsi, 80% de la richesse des États-Unis, par exemple, appartient à seulement 20% ou moins de sa population. Et dans de nombreuses entreprises, 80% des ventes sont faites par seulement 20% ou même moins des représentants. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'une personne sur 5 puisse jouir d'autant de succès que 4 personnes réunies? Depuis nombre d'années déjà, j'étudie professionnellement les gens et leur façon de penser. Et le premier indice véritable qui m'a mis sur la piste de cette loi des 80 sur 20 m'est apparu lors d'une réunion de représentants à Chicago, à laquelle j'assistais il y a plus de 10 ans de cela. Le vice-président, chargé du marketing pour cette entreprise, désirait faire comprendre un certain point de vue à son auditoire. À côté de lui, sur le podium, se tenait le meilleur vendeur de la compagnie. C'était un homme d'allure bien ordinaire et qui avait gagné l'année précédente un peu plus de 30 000 $. Or, ce qu'il nous faut savoir, c'est que le revenu moyen des autres vendeurs était de 6 000 $. Le vice-président voulait donc lancer un défi au groupe. Voici ce qu'il leur dit. « J'aimerais que vous regardiez bien Jean-Luc. Regardez-le. Maintenant, essayez de me dire ce que Jean-Luc possède que vous n'avez pas. Il a gagné en moyenne 5 fois plus d'argent que vous. Est-il 5 fois plus intelligent? Les tests indiquent qu'il est d'intelligence moyenne. Est-ce à dire qu'il a travaillé 5 fois plus que vous alors? D'après les rapports, il me semble qu'il n'ait pas travaillé plus fort, mais plutôt moins fort que la plupart d'entre vous. Eh bien, est-ce qu'il avait un meilleur territoire alors? Non. Les rapports démontraient que les territoires avaient tous le même potentiel. Jean-Luc était-il plus instruit ou alors jouissait-il d'une meilleure santé que ses collègues? Eh bien non. Jean-Luc était un gars comme les autres. La différence entre Jean-Luc et vous, c'est qu'il voit 5 fois plus grand que vous. Et le vice-président poursuivit son allocution en tentant de démontrer que le succès n'est pas déterminé par notre quotient intellectuel, mais plutôt par l'ampleur de nos pensées. De fait, plus j'observais les gens, plus je leur parlais, plus je cherchais à connaître ce qui constituait la base même du succès, et plus la réponse me paraissait évidente.
Chaque cas que j'observais me prouvait que la grosseur du compte en banque, de même que le degré de bonheur et de satisfaction que connaît une personne, sont directement proportionnels à l'ampleur des pensées développées par cette personne. Il y a de la magie dans le fait de voir grand. Si le fait de voir grand permet d'accomplir tant de choses, comment se fait-il que ce ne soit pas tout le monde qui pense de cette façon? Nous sommes tous, et parfois beaucoup plus que nous ne sommes prêts à l'admettre, le produit des pensées qui circulent dans notre environnement. Or, ces pensées s'avèrent souvent limitées, dépourvues qu'elles sont de quelque envergure que ce soit. Nous subissons constamment les influences de notre milieu qui tentent de nous écraser afin de nous garder sur une voie de garage. C'est ainsi qu'on nous dira qu'il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens, qu'il n'y a donc plus de place pour d'autres chefs et que l'on devrait dès lors se contenter d'être un Indien. Mais c'est là une fausse croyance qui ne reflète en rien la réalité. En effet, si vous posez la question à divers leaders de votre communauté, et ce, à quelque échelon que ce soit, ils vous répondront la même chose qu'à moi. Le problème, c'est qu'il y a trop d'Indiens et pas suffisamment de chefs. Et la mauvaise influence de notre environnement ne s'arrête pas là. On essaye à tort de nous faire croire que ce qui doit advenir adviendra, que le contrôle de notre destinée nous échappe, que le sort en est jeté. On nous enjoint donc d'oublier nos rêves, d'oublier la meilleure école pour nos enfants, de renoncer aux bonnes choses de la vie. Résignez-vous, nous dit-on. Renoncez et laissez-vous emporter par le vent. Qui d'entre nous n'a pas entendu cet argument fallacieux qui veut que le succès ne vaut pas le prix qu'il nous faut payer pour l'atteindre? Comme si la réussite exigeait que vous vendiez votre âme, votre vie familiale, votre conscience et vos valeurs afin d'atteindre le sommet. En vérité, le succès n'a pas de prix. Chaque pas que nous faisons en avant nous rapportant automatiquement des dividendes. Notre milieu tente aussi de nous laisser croire qu'il y a trop de compétition pour les places de choix dans la vie. Mais est-ce bien vrai? Un de mes amis qui est conseiller d'orientation professionnelle me dit qu'il reçoit 200 fois plus de postulants pour un emploi qui paye 5 000 $ par année que pour un emploi qui en paye 25 000. C'est dire qu'il y a au moins 50 fois plus de concurrence pour un emploi de second ordre qu'il n'y en a pour un emploi de première classe. Or, il faut nous engager dans l'avenue de première classe. Voilà le chemin qu'il nous faut suivre, car d'innombrables postes n'attendent que d'être remplis par des gens comme vous, qui n'ont pas peur de voir grand. Voyez si vous pouvez envisager la question sous un autre angle, en imaginant que votre esprit est une usine de fabrication de pensées. C'est une usine très active, qui produit d'innombrables pensées en une seule journée. 2 hommes supervisent la production de vos pensées. L'un que nous nommerons Monsieur Triomphe et l'autre que nous appellerons Monsieur Défaite. Monsieur Triomphe s'occupe de la fabrication de pensées positives et se spécialise donc dans la production des raisons qui vous permettent de croire que vous êtes capable, qualifié et que vous réussirez. Monsieur Défaite, pour sa part, produit des pensées négatives. Il est passé maître dans l'art de vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles vous échouerez. Or, ce qu'il vous faut savoir, c'est que Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite sont tous deux très obéissants. Ils se mettent au garde à vous immédiatement, dès lors que vous leur en donnez l'ordre. Vous n'avez en effet qu'à faire un signe à l'un ou l'autre de ces aides de camp, car ils sont à vos ordres mentalement. Si votre signal est positif, Monsieur Triomphe s'avancera et se mettra au travail. Et il en ira de même de Monsieur Défaite, qui se mettra à l'œuvre en fonction du signal négatif que vous lui aurez envoyé. Afin de vous aider à bien saisir l'importance des rôles que jouent ces 2 aides de camp, je vous demanderai de bien vouloir vous prêter à l'exercice qui suit, en vous disant qu'aujourd'hui, rien ne marchera. À ce signal, Monsieur Défaite entrera immédiatement en action et se mettra alors à fabriquer des faits
qui viendront infailliblement appuyer vos raisons de penser ainsi. Il vous suggérera qu'il fait trop chaud ou trop froid, ou que ça ne va pas bien au travail, que le volume des ventes est à la baisse, que les personnes de votre entourage auront les nerfs à fleur de peau, que vous tomberez malade, que votre conjoint ou conjointe sera de mauvaise humeur, etc. Et sachez que Monsieur Défaite est très efficace. En quelques minutes seulement, il aura en effet réussi à vous convaincre que vous connaîtrez une mauvaise journée. Et ce, sans même vous en apercevoir, la journée aura tourné au pire. Et maintenant, dites-vous que la journée qui vous attend sera merveilleuse. Monsieur Triomphe, ayant capté ce signal, il se mettra immédiatement à l'œuvre et vous dira que c'est une journée fantastique, qu'il fait beau, que la vie est belle, que tout ira bien, qu'aujourd'hui, vous pourrez mettre vos dossiers à jour. Et voilà que vous avez effectivement passé une excellente journée. De même, Monsieur Défaite saura toujours vous indiquer exactement pourquoi vous ne devez rien vendre à Monsieur Bibot, tandis que Monsieur Triomphe, de son côté, vous démontrera pourquoi vous pouvez vendre n'importe quoi à ce dernier. Monsieur Défaite vous convaincra que vous ne pouvez qu'échouer, alors que Monsieur Triomphe vous démontrera pourquoi vous réussirez. Monsieur Défaite vous préparera une liste de brillants arguments afin de vous démontrer tout ce que vous devriez désapprouver chez Robert. Monsieur Triomphe vous démontrera toutes les raisons pour lesquelles vous devriez, au contraire, apprécier Robert. Comprenez aussi que plus vous confierez de tâches à l'un ou l'autre de ses superviseurs, plus il aura de pouvoir. Si vous faites travailler Monsieur Défaite plus souvent, son influence sera directement proportionnelle à la place que vous lui permettrez d'occuper dans votre esprit. Éventuellement, il en viendra à superviser toute l'usine de vos pensées, qui seront alors toutes négatives. La seule solution qui s'offre dès lors à vous est celle de mettre Monsieur Défaite à la porte. Vous n'avez pas besoin de lui ou de ses conseils négatifs. Monsieur Défaite ne vous aidera jamais à vous rendre là où vous désirez vous rendre. Mettez-le à la porte. Servez-vous plutôt de Monsieur Triomphe en tout temps. Ainsi, chaque fois qu'il vous vient une idée, demandez à Monsieur Triomphe de se mettre au travail pour vous. Il saura très bien vous démontrer pourquoi votre idée a toutes les chances de réussir. La victoire, ça t'y est.